Eh bien, bonjour à tous. Gwenaëlle Devaux de la direction ingénierie et innovation de l'Opco Atlas. Bienvenue à tous. Vous êtes en train de nous rejoindre au fur et à mesure. Vous êtes déjà très nombreux. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la FEST qui va être animé par Henri Ocre du cabinet C-Campus, à qui je passe la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes effectivement en train de regarder les chiffres. Là, ça monte. Les personnes sont en train d'arriver. On va patienter quelques minutes pour lancer le webinaire. Voilà, je vous demande un peu de patience le temps que les participants nous rejoignent. Donc, on sera ensemble jusqu'à au plus tard 12h30. L'idée, c'est que ce soit interactif, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, je me permettrai d'interrompre Henri régulièrement pour pouvoir lui faire part de vos questions. Voilà, on peut peut-être expliquer le mode de questionnement avec l'outil chat, c'est ça? Oui, en fait, c'est assez ergonomique. Je pense que derrière vos écrans, vous avez la possibilité tout simplement d'écrire vos questions. Et donc, j'en prendrai connaissance au fur et à mesure. Et puis, je vous dis, toutes les 5-10 minutes à peu près, je prendrai vos questions et on ferait part donc à Henri pour qu'il puisse y répondre. Comme ça, ce sera assez interactif. Voilà, allez, on attend encore 1 minute pour démarrer. Alors, on me demande s'il est possible de télécharger le PowerPoint. En fait, ce qu'on vous propose, c'est on vous le transmettra par la suite à l'issue du webinaire. Vous recevrez, comme habituellement d'ailleurs, pour les webinaires, vous recevrez également le webinaire que vous pourrez regarder en replay. Donc, vous aurez le replay et puis le support du webinaire. On attend à peu près, on a quasiment 500 inscrits là au webinaire. Vous arrivez là progressivement sur le webinaire, donc encore quelques instants de patience pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Oui, désolé, c'est vrai que c'est le fameux quart d'heure parisien. Non, on va pas attendre. On va se limiter à la minute ou à quelques minutes de patience. Allez, je propose qu'on lance. Il est 11h03, donc bienvenue à toutes et à tous à nouveau. Bonjour. Donc, nous allons être ensemble pendant environ 1h15, 1h30. Au plus tard, nous finirons à 12h30 ce webinaire. Et comme l'évoquait Gwenaëlle à l'instant, vous bénéficierez d'un replay qui sera posté ultérieurement sur le site d'Atlas et puis du support de présentation lui-même qui vous sera donc accessible toujours sur le site Atlas. Alors, sans plus tarder, comme on dit à la radio, on va enchaîner l'agenda. Toutes les 5-10 minutes, Gwenaëlle m'interrompra pour que je puisse répondre aux questions qui vont être posées au fil de l'eau par le chat. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau.
Alors, aujourd'hui, on a un programme assez complet, hein, je l'espère, qui va pouvoir vous donner des éclairages intéressants sur cette nouvelle modalité pédagogique là, qui est arrivée avec la réforme. On va s'interroger, et j'espère qu'on aura également des réponses sur est-ce que c'est finalement cette action de formation en situation de travail une opportunité pour réinventer la formation en entreprise. Alors, quand je dis opportunité, ça concerne bien évidemment les entreprises, mais ça concerne aussi très probablement les organismes de formation, qui sont des contributeurs des AFEST, et puis les apprenants eux-mêmes, hein. On va le voir ensemble. L'acteur numéro 1 dans une AFEST, c'est l'apprenant, c'est le participant bénéficiaire de la formation. Alors pour ça, on va rapidement balayer le cadre réglementaire que j'essaierai de vous décrypter en langage simple et concret, surtout, hein, voir quel repère finalement nous donne le cadre réglementaire, qui est plutôt simple, hein. On n'est pas sur quelque chose de compliqué dans le décret qui définit l'action de formation en situation de travail, donc on verra ça ensemble. Ensuite, on verra en quoi ça peut être un modèle disruptif par rapport à des pratiques existantes de formation. Je pense en particulier au présentiel ou au digital learning. On verra en quoi la FEST est différente, voire disruptive. On balayera par des exemples concrets aussi les grands enjeux au-delà du développement des compétences auxquels les AFEST peuvent répondre. On verra qu'ils sont variés, ça peut être des enjeux RH, des enjeux de performance, des enjeux liés au changement, des enjeux liés à l'organisation même du travail. Donc on verra que les AFEST se situent bien entendu sur un sujet développement des compétences, mais répondent à des enjeux qui dépassent le développement des compétences assez souvent. On abordera les bénéfices aussi de ce qu'on a pu constater des entreprises qui ont mis en place des AFEST déjà, hein, que ce soit dans l'expérimentation qui avait été conduite par la DGEFP et l'ANACT à partir de 2015, mais aussi les entreprises qui se sont déjà lancées depuis le décret. On verra qu'il y a des bénéfices qui sont là aussi différents dans ce qu'on a pu constater. Et puis on terminera, alors on évoquera si on a le temps un cas réel, hein, d'une entreprise qu'on a bien sûr anonymisée et qu'on pourra utiliser comme base de réflexion pour voir en quoi les AFEST peuvent concrétiser un concept qui est ancien, hein, le concept d'organisation apprenante. Voilà, alors on va démarrer par le cadre réglementaire. De manière assez simple, la loi et le décret qualifient ce que c'est qu'une AFEST. Alors moi je vais le dire un peu différemment avant de démarrer. Une AFEST, ce n'est pas une formation sur le tas formalisée. Ce n'est pas juste partir de formation au poste, de formation sur le tas informelle et transformer ça par une magie qui serait le formalisme en AFEST, parce que qui dit AFEST dit deux ingrédients indispensables. Premier ingrédient, on va se servir du travail réel, pour amener l'apprenant à développer des compétences. Pour cela, on va aménager le travail. On va l'aménager, par exemple, en octroyant à l'apprenant des droits et des devoirs lorsqu'il est en AFEST. Par exemple, qui dit aménagement du travail dit aménagement de la cadence. On va légèrement abaisser la cadence de travail pour permettre à l'apprenant tout simplement d'apprendre. On va lui donner des droits tels qu'un certain droit à l'erreur. Pas un droit à l'erreur dans l'absolu, mais un certain droit à l'erreur. Un droit de réfléchir, un droit de ne pas savoir, un droit de poser des questions. Donc c'est ça l'aménagement du travail à des fins pédagogiques. On va bien sûr également lui assigner des devoirs, le devoir d'être assidu, le devoir d'alerter s'il a des difficultés. Et puis, deuxième ingrédient clé, la fameuse séquence réflexive, alors qui n'est pas une évaluation, qui n'est pas un débriefing, c'est un petit peu plus complet et introspectif que ça, on reverra tout à l'heure ce que c'est concrètement, mais en gros, on va demander à l'apprenant de prendre une distance par rapport à sa propre pratique, de manière à progresser à partir de son vécu. Donc dès lors qu'on a ces deux ingrédients, on aménage le travail des fins pédagogiques et on crée des moments réflexifs, on est bien dans une AFEST. Alors, deuxième a priori que je vais tout de suite évacuer, l'AFEST, bien évidemment, ne s'oppose pas aux autres modalités. Elle va les compléter. On va compléter un présentiel par une AFEST, on va compléter un MOOC par une AFEST, ou on va faire les trois. On va proposer à l'apprenant un parcours multimodal. Donc l'AFEST ne remplace pas le reste, elle vient compléter les modalités pédagogiques classiques que sont le présentiel et la FOAD. Donc ça c'est important parce qu'on a lu des choses, on a entendu des choses qui vont plutôt dans le sens contraire en disant finalement avec l'AFEST on va pouvoir remplacer le reste. Non,
la FEST va s'articuler avec les autres modalités. Alors, une fois posé ce cadre, alors bien sûr, ça vous l'aurez en téléchargeant sur le site Atlas, mais grosso modo, ce qui va différencier la FEST de la formation sur le tas à droite et de la formation classique en salle à gauche, bah, c'est ce qui est exprimé sur cet écran. On a des choses relativement différentes. Par exemple, on va pas lire le document, mais par exemple, dans une formation classique en salle, donc la partie gauche du stage, ce qu'on appelle le stage, hein, qu'il soit interne ou externe, on a souvent ce qu'on appelle un programme. On a un programme de formation qui est établi par un formateur, que ce soit un formateur interne ou un formateur externe. Le formateur travaille à partir d'un programme. En AFEST, on n'a pas ça. On a un parcours en situation de travail. Donc, vous voyez qu'on n'a pas exactement le même formalisme. Deuxième exemple, en formation classique en salle, jusqu'à maintenant, l'alpha, l'oméga, c'était la feuille de présence. Donc, en gros, on demandait au formateur, pour prouver qu'il y avait une action de formation, notamment vis-à-vis de l'OPCO, de produire une feuille de présence, une feuille d'émargement. Donc, on comptait le temps passé en formation par les apprenants. Par exemple, 7 heures de formation en salle. En AFEST, ça ne va pas du tout être le même formalisme. On va demander non pas de prouver les temps, mais on va demander aux entreprises de montrer qu'elles ont développé des compétences. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, l'outil de formalisme qu'on va produire lors de ce cas de figure, c'est ce qu'on appelle un positionnement amont et une évaluation aval qui montre que l'apprenant, il est parti d'un niveau A, il est arrivé à un niveau B. Il a su développer des compétences. Donc ça, c'est deux caractéristiques déjà qui différencient la FEST des formations classiques en salle. Deuxième caractéristique qui va différencier cette fois-ci la FEST de la formation sur le tas, c'est que la formation sur le tas, c'est souvent fortuit. Pour prendre un mot célèbre, l'apprenant apprend, mais à l'insu de son plein gré. Il ne sait pas qu'il apprend. Il développe des compétences en travaillant, en exerçant son rôle, mais il ne s'en rend même pas compte. Ça n'est pas un processus conscient. Deuxièmement, dans l'apprentissage sur le tas, il n'y a pas d'intention pédagogique au départ. Comme c'est sur le tas, il n'y a pas de parcours pédagogique, par exemple. Il n'y a pas d'évaluation. Ça se fait au fil de l'eau, de manière totalement informelle. En AFEST, il va y avoir une intention pédagogique au départ. Il va falloir, par exemple, fixer à l'apprenant des objectifs d'apprentissage. Donc, vous voyez que déjà l'AFEST, ce n'est pas une formation au poste déplacée de la salle dans le travail, c'est véritablement quelque chose qui est différent par rapport à la formation salle, et c'est aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec une formation fortuite informelle. L'apprenant en AFEST, il sait qu'il est en formation, et il a des objectifs d'apprentissage. Voilà, donc vous relirez tranquillement ce document, mais ça vous permet déjà d'avoir des repères sur ce qui différencie cette modalité AFEST de ce qui existe beaucoup dans les entreprises. Alors, après ce focus sur le cadre réglementaire, on va aller sur un synoptique que vous voyez maintenant à l'écran qui vous permet de voir ce que ça peut être les enchaînements d'actions qu'on va mener en AFEST. C'est la partie centrale du document, c'est la partie en fuchsia. Qui dit AFEST dit au départ objectifs d'apprentissage. Ces objectifs d'apprentissage, on va les déterminer en proposant à l'apprenant ce qu'on appelle un positionnement amont. Ce positionnement amont, c'est ni plus ni moins que les objectifs prioritaires d'apprentissage sur lesquels il va apprendre en AFEST. Par exemple, ça peut être du savoir-faire, mais ça peut être aussi du comportemental. Donc l'apprenant va dire, par exemple, moi je souhaite me renforcer dans la prise de parole en public. Moi je souhaite être meilleur sur les tableaux 3D dynamiques en Excel. Voilà. Il va s'objectiver. Souvent il va le faire avec l'aide d'un formateur, interne ou externe, ou avec l'aide de son manager. Donc, entretien de positionnement. Ensuite, l'apprenant est mis en situation directe. Si je reprends l'exemple de Excel, il travaille sur ses tableaux Excel et il va être en AFEST pour apprendre à faire correctement des tableaux croisés dynamiques. Pour ça, il va bénéficier d'un accompagnement pédagogique. C'est-à-dire, il va avoir, par exemple, un tuteur, là, moi je préfère l'appeler accompagnateur, un accompagnateur qui va en situation réelle de travail, l'aider à acquérir les compétences Excel. Donc là, pour le coup, on est très proche de ce qui se fait déjà dans les entreprises, ce qu'on appelle par exemple le moniteur interne, le tuteur qui va aider l'apprenant. Mais attention, ça ne suffit pas, cet accompagnement pédagogique, pour qualifier une AFEST. Il y a un autre ingrédient
qu'on a vu tout à l'heure, c'est la fameuse séquence réflexive. C'est-à-dire, non seulement il faut permettre à l'apprenant de s'entraîner en travaillant, mais il faut aussi qu'il soit conscient de ce qu'il apprend. Pour ça, donc, on va proposer 3 moments réflexifs. On peut proposer un moment réflexif amont. On va demander, par exemple, à l'apprenant de réfléchir à comment concrètement il compte s'y prendre pour réaliser le geste, ou comment il compte s'y prendre pour mettre en œuvre ce qu'il a compris de ce qu'il devait réaliser. Donc ça, c'est la réflexivité amont. Décris-moi comment tu vas t'y prendre. C'est la question que pourrait poser son accompagnateur. Et pourquoi tu vas t'y prendre de cette façon et pas d'une autre. Ensuite, pendant qu'il s'entraîne, je répète, en situation réelle, on n'est pas en situation constituée, il est bien sur son vrai fichier Excel, son vrai poste de travail, eh ben, il va être conscient de ce qu'il fait. Donc, par exemple, il a un droit à l'erreur. Il peut faire une petite faute sur son calcul. Il peut, s'il est bloqué, demander de l'aide à son accompagnateur, etc., etc. Donc, il a ses fameux droits et devoirs. Il a un peu le temps aussi. Hein. Il n'est pas pressé par la cadence. Il sait qu'il va avoir un certain temps pour pouvoir apprendre. Donc, il est en réflexivité pendant la réalisation de la pratique professionnelle. Et puis, dernier cas, c'est la réflexivité aval, c'est-à-dire qu'après sa pratique, avec l'aide de son accompagnateur, il va tirer des enseignements de sa pratique, notamment au travers d'un processus d'analyse de ce qui a marché, pas marché, là où il a été à l'aise, là où il était moins à l'aise, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on retrouve bien les 2 ingrédients de base de tout à l'heure, des mises en situation aménagées à des fins pédagogiques, accompagnées ou pas par quelqu'un qui est proche de l'apprenant dans son travail, donc le fameux moniteur, accompagnateur dont on parlait sur l'exemple Excel, et puis ces moments réflexifs qui lui permettent tout simplement l'ancrage des compétences. Dernière étape pour qu'il y ait un test, c'est ce que demande le législateur, il faut qu'à la fin, il y ait une validation des compétences acquises. Donc il faut qu'il y ait une forme d'évaluation. Si je reprends le même exemple Excel, il faut qu'à un moment, l'apprenant puisse, avec l'aide de son manager et de son accompagnateur, dire oui, maintenant je sais faire, oui, je sais exercer les compétences pour être à l'aise dans le tableau croisé dynamique Excel, ou si je reprends l'autre exemple de tout à l'heure, qui est plutôt sur les compétences comportementales, oui, je sais prendre la parole en public parce que je suis développé des capacités à réguler le groupe, à m'exprimer de manière claire, etc. etc. Alors, bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, la FES peut vivre seule, mais ce n'est pas le modèle idéal. Le modèle idéal, c'est que la FES soit combinée avec des formations présentielles en bas de l'écran et ou de la FOAD en haut de l'écran. Pourquoi? Parce que, on va le revoir tout à l'heure, la FES va être intéressante pour développer des compétences de savoir-faire et de savoir-être, mais pas pour acquérir des connaissances. Pour acquérir des connaissances, la formation classique garde tout son sens. Alors, je vais me retourner vers Gwenel à ma droite pour savoir s'il y a déjà des questions. Non. Pardon. On a effectivement une question. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment en fait. Mais tout au long, et puis encore une fois, toutes les 5-10 minutes, je les reprendrai pour les poser à Henri. Donc nous avons notre première question. Quelle est la différence entre la formation interne et la FES? Alors, voilà. Alors, je vais revenir sur le slide précédent. En fait, la formation interne, ce n'est pas une modalité pédagogique. La formation interne, c'est qui est organisateur de la formation. En l'occurrence, c'est interne, donc c'est l'entreprise qui décide de faire une formation interne avec ses propres moyens, sa propre salle de formation, ses propres formateurs. Mais cette action de formation interne, elle peut la faire en salle, mais demain, et même dès aujourd'hui, elle peut la faire en AFEST. C'est-à-dire l'entreprise de son propre chef peut décider de faire des formations internes en salle, mais aussi des formations internes AFEST. Tout comme l'entreprise peut tout à fait décider de bâtir ses propres modules de formation e-learning. Elle peut très bien produire ses propres contenus. En fait, ce qui différencie la formation interne de la formation externe, c'est est-ce qu'il y a un OF, un organisme de formation ou pas, mais ce n'est pas la modalité pédagogique. Lorsque je suis entreprise, que je fais appel à un cabinet ou à un organisme de formation, je suis dans une formation externe. Lorsque j'organise cette formation par mes propres moyens, quelle que soit la pédagogie utilisée, c'est moi qui décide avec mes formateurs, avec mes salles de formation, avec mes outils de digital learning, avec mes situations de travail, je suis dans une formation interne. Voilà, donc
c'est ce qui va différencier l'interne de l'externe. Mais la modalité de formation AFEST marche aussi en formation interne. De fait, vu qu'on est dans la vraie situation de travail de l'entreprise. Donc, c'est bien une formation interne de type AFEST. Voilà, j'espère avoir clarifié le point, mais il y a souvent effectivement cette question. Attention, la formation interne, c'est juste qui est à l'initiative hein, et qui organise par rapport à la formation externe. Cela demande-t-il un temps de mise en place lourd de la part de l'entreprise? Alors, c'est une excellente question. Tout dépend sur quoi porte l'AFEST. Si vous êtes, par exemple, dans l'exemple que je citais tout à l'heure, sur l'accompagnement AFEST sur un outil type Excel, mais ça peut être un logiciel quelconque. Hein. Bon, dès lors que vous avez identifié les 2, 3, 4 objectifs pédagogiques, le temps de mise en place peut être court. Par exemple, si on sait qu'on veut apprendre à l'apprenant à réaliser, par exemple, l'exemple de tout à l'heure, le tableau croisé dynamique, voilà, c'est très ciblé. Donc, on peut mettre en place des AFEST de manière assez rapide dès lors qu'on est raisonnable dans l'ambition pédagogique. Par contre, dès lors qu'on va être sur du certifiant ou du qualifiant, je prends un exemple, vous voulez introduire l'AFEST dans un contrat de professionnalisation. C'est-à-dire qu'en contrat de pro, vous avez le centre de formation d'un côté, qui donne des enseignements à l'étudiant, et puis quand l'étudiant est dans l'entreprise, là, on est plutôt dans un registre qui est proche de l'AFEST. Ben, on peut imaginer une succession d'AFEST qui va amener ce jeune, ou ce moins jeune d'ailleurs, contrat de pro, à acquérir progressivement les compétences d'un métier. Donc là, effectivement, il va y avoir une succession de mise en place d'AFEST. Donc tout dépend de l'ambition qu'on se donne. On peut faire des AFEST très ciblés sur des compétences, par exemple, de savoir-faire ou de savoir procéduraux, tout comme on peut faire des AFEST dans un enchaînement qui vise à la fin à obtenir une qualification, une certification. Donc l'investissement, pour répondre à la question, peut être très différent, l'investissement de temps, hein, selon les deux cas de figure. Pour vous donner un exemple, en ce moment, je travaille avec une branche professionnelle sur un certificat de qualification professionnelle en contrat de pro, avec une très forte proportion d'AFEST. Bah là, bien évidemment, l'investissement temps au départ, il est plus conséquent que si on se contentait de faire des AFEST au fil de l'eau sur des compétences métiers finalement assez sérieux, assez prioritaires, assez focusées. Voilà, donc c'est variable pour répondre à la question. Et l'accompagnateur peut-il être interne et ou externe à l'entreprise? Alors, la loi dit qu'il faut qu'il y ait un accompagnement pédagogique, mais elle ne dit pas si c'est un interne ou un externe. Donc tout est possible. On peut très bien faire appel à des organismes de formation ou à des cabinets, des consultants pour jouer ce rôle d'accompagnateur, mais on peut aussi faire appel à des forces internes. La seule question en ce qui concerne l'accompagnateur interne, c'est la pédagogie. Quand on va se poser la question qui peut accompagner en interne les apprenants, la bonne question c'est est-ce qu'ils ont envie déjà, ces accompagnateurs, de jouer ce rôle pédagogique, et puis deux, est-ce qu'ils savent? Donc il va très probablement falloir les outiller et les former pour qu'ils fassent des bonnes AFEST, c'est-à-dire des AFEST dans une intention, par exemple, une posture bienveillante vis-à-vis de l'apprenant. Côté formateur externe, la question est différente. C'est est-ce que le formateur externe est suffisamment proche du travail réel de l'entreprise pour pouvoir exercer ce rôle d'accompagnement dans la situation de travail? Pour le dire autrement, est-ce que le formateur externe peut venir dans l'entreprise? On ne peut pas faire un accompagnement AFEST uniquement à distance. À un moment, le formateur doit se rapprocher des situations de travail pour jouer ce rôle d'accompagnement pédagogique. S'il n'y a pas de questions autres sur la partie pédago, on peut continuer. Alors, là, on va aller sur les conditions que j'ai essayé de rendre concrètes, confère le décret. Alors, le décret cite un certain nombre de conditions pour mettre en œuvre une AFEST qu'on va rebalayer ensemble. Première condition, l'AFEST, le matériau, c'est le travail réel. Ce n'est pas le travail prescrit. Le travail prescrit, c'est la fiche de poste. Le travail prescrit, c'est la procédure. Le travail prescrit, c'est le processus qui décrit le travail. Le travail réel, c'est quoi? C'est le travail tel qu'il est réellement exercé dans le contexte de l'apprenant. Donc, par exemple, le travail réel de l'entreprise A n'est pas le même travail réel que l'entreprise B, pourtant ils font tous les deux le même métier. Pourquoi? Parce que les outils sont différents, les objectifs sont différents, la culture d'entreprise est différente, les collègues sont différents, les managers sont différents. Donc l'analyse du travail réel, ça va consister à aller
Par exemple, interviewer les praticiens du métier, de leur faire décrire ce que c'est que leur travail contextualisé. Donc, on est obligé de se servir du matériau réel de l'entreprise, c'est-à-dire le vrai travail tel qu'il existe en entreprise, pour pouvoir bâtir une AFES. On ne peut pas bâtir une AFES sur un cadre théorique. On ne peut pas se contenter de bâtir une AFES sur la fiche de poste. Donc, première étape de ceux qui vont mettre en œuvre des AFES, que ce soit des gens de l'entreprise ou des consultants, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse du travail qui va déterminer des objectifs d'apprentissage dans le travail réel, pas le travail simulé, pas le travail reconstitué. Et ces objectifs d'apprentissage vont eux-mêmes être en résonance avec les enjeux visés. C'est-à-dire pourquoi on veut former les gens, au final. Pourquoi on veut qu'ils développent des compétences dans le travail. Donc, première étape, quand on se lance en AFES, on fait une analyse du travail réel dans le métier réel. Deuxième étape, le fameux parcours. Il va falloir construire une progression pédagogique qui va permettre aux apprenants, en travaillant, de développer des compétences. Pour ça, l'outil qu'on peut proposer pour formaliser cette intention pédagogique, ce parcours pédagogique, c'est ce qu'on appelle un protocole individuel de formation. Autrement dit, de manière plus simple, c'est un espèce de contrat pédagogique entre le manager, l'apprenant et l'accompagnateur, qui sont internes ou externes. On va se mettre d'accord ensemble sur, par exemple, des objectifs d'apprentissage. On va se mettre d'accord sur des conditions d'apprentissage, les fameux droits et devoirs dont j'ai parlé précédemment. On va se mettre d'accord sur des temps d'apprentissage en AFES. Par exemple, on n'est pas tout le temps en AFES. Donc, il faut que l'apprenant sache que voilà, le lundi, en fin de journée, il aura un quart d'heure pour faire ce qu'on appelle une analyse réflexive. Il aura un quart d'heure en fin de journée pour prendre le moment, le temps d'analyser ce qu'il a fait, réussi, pas réussi, pourquoi il a réussi, pourquoi il n'a pas réussi, etc., etc. Donc, on va ritualiser des moments d'AFES dans ce fameux protocole. On va se mettre aussi d'accord sur des moyens pédagogiques. Par exemple, l'apprenant, il sait qu'en cas de doute, il pourra consulter un expert de l'entreprise qui pourra lui apporter une réponse très pointue sur un sujet d'expertise. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on va mettre dans le protocole, le fameux contrat pédagogique. Troisième condition, je l'ai déjà dit précédemment, il faut désigner qui va être la personne qui va accompagner l'apprenant, que ce soit un formateur externe, un tuteur ou un accompagnateur interne. Donc, on va, par exemple, pour désigner officiellement cette personne. Alors, si c'est un formateur externe, c'est facile, c'est une convention de formation. Si c'est un accompagnateur interne, on va le nommer. On va lui dire, voilà, madame, monsieur, du temps au temps, vous allez jouer le rôle d'accompagnateur de tel ou tel apprenant. Donc, on va le désigner par un courrier, hein, ça suffit, hein, pas la peine de faire un avenant ou un contrat. Une simple lettre de mission suffit à désigner l'accompagnateur ou le tuteur. Alors, bien évidemment, je fais une petite parenthèse par rapport au CSE, si vous êtes dans le cas de figure, si vous avez des partenaires sociaux, il faut dire tout ça. Hein. Il faut expliquer à vos partenaires sociaux que vous allez mettre en place des AFES. C'est ce qu'on appelle le dialogue social. Je referme la parenthèse. Ensuite, on va ritualiser des moments d'apprentissage dans le travail. Voilà, on dira par exemple, pour développer telle compétence de savoir-être, on va créer 3 situations apprenantes. Des situations pendant lesquelles tu auras le droit de ne pas savoir, de te tromper, de recommencer, de demander de l'aide, etc., etc. C'est ce qu'on appelle une situation apprenante. On est bien dans le travail réel, mais on a un cadre pédagogique pour permettre tout simplement de développer des compétences. Je vais le dire autrement, si vous mettez la pression d'enjeu à un apprenant, si vous lui collez un objectif, ça va plutôt l'inhiber. Il va avoir du mal à sortir de sa zone de confort, par exemple. Alors que si vous lui dites, voilà, de telle heure à telle heure, par exemple, lâche-toi, passez-moi l'expression, essaye des choses, teste, remets-toi en question, etc., etc., vous êtes en AFES. Vous avez créé ces fameuses situations apprenantes. Je refais une petite parenthèse. Souvent, on dit que l'AFES, c'est très personnalisé. C'est vrai, parce qu'on va demander à chaque apprenant de se fixer ses objectifs d'apprentissage. Pour autant, on peut aussi créer dans le travail des moments collectifs d'AFES. Par exemple, on va réunir plusieurs apprenants et ils vont ensemble réfléchir au travail. Ils vont ensemble produire cette activité. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Le décret n'interdit pas aussi des moments collectifs d'apprentissage en AFES. Alors, qui dit AFES dit à un moment, il faut montrer qu'on a développé des compétences. Donc l'évaluation aval par rapport à l'évaluation amont va être déterminante. Il faut bien qu'à un moment, on mesure les acquis et on les valide
par exemple, à l'écrit. Donc ça, c'est important. Il va falloir reconnaître aux salariés qu'ils ont développé des compétences. Et puis, de toute manière, si vous voulez déclarer des affaires, il faut que vous ayez cette évaluation qui montre qu'il y a eu développement de compétences. Dernière condition, tout ça doit être traçable. L'action de formation générale et l'action de formation en situation en particulier doit être tracée. On doit conserver des preuves qu'il y a bien eu une action de formation. Donc, par exemple, les preuves de réflexivité. Par exemple, le protocole dont je parlais tout à l'heure, qu'on pourrait aussi appeler parcours personnalisé de formation. Les échanges entre les apprenants peuvent être tracés. Les échanges entre les apprenants, les formateurs, les accompagnateurs. Voilà. Donc, l'entreprise va conserver durablement des traces de l'action de formation en cas, par exemple, de cofinancement ou en cas de contrôle par les instances comme la directe ou autre. Il faut pouvoir prouver qu'on a fait des actions de formation dignes de ce nom. Alors, je vais peut-être me retourner à nouveau vers oui, Gwenaëlle alors pour savoir j'ai s'il y a quelques des questions. en effet, notamment sur les acteurs. Est-ce que le formateur et enfin, l'accompagnateur et le manager peuvent être la même personne? Alors, on va aller sur les acteurs. C'est une question qui va être concrétisée par ce nouvel écran. Alors, la question, est-ce que un manager peut être un bon accompagnateur au sens pédagogique? Alors, première condition, faut qu'il ait envie. Ça tombe sous le sens, mais certains managers se voient d'abord comme des experts de leur métier, pas forcément comme des tuteurs, accompagnateurs de leur équipe. Bon, donc première question, est-ce que les managers sont un petit peu dans ce rôle déjà de coach, pour le dire autrement, manager, coach, manager, développeur de compétences, et pas seulement le manager expert. Deuxième question, est-ce que le manager a la pédagogie? Ça s'apprend. Donc, ce qu'on pourrait recommander, par exemple, à ce manager, c'est de se former à la conduite de la fameuse séquence réflexive. C'est pas une évaluation. C'est pas le manager qui doit faire la réflexion, c'est l'apprenant. Donc, il faut que le manager apprenne par différentes méthodes à conduire cette réflexivité. Maintenant, pour être honnête avec vous, je vais vous dire ce qui se passe du côté de l'apprenant lorsque l'accompagnateur est le manager. L'apprenant peut avoir un moment, un petit doute dans sa tête vis-à-vis de son manager qui est aussi son accompagnateur, c'est de dire, voilà, est-ce que je vais oser dire à mon chef que je ne comprends rien? Est-ce que je vais oser dire à mon chef que quand il m'explique, je ne comprends pas ce qu'il me dit? Est-ce que je vais oser dire à mon chef que je n'arrive pas à atteindre mes objectifs? Vous voyez? Donc il y a quand même cette petite crainte qui peut exister dans la tête de certains apprenants. Est-ce que je vais révéler à mon manager, qui est aussi mon accompagnateur, que j'ai des difficultés? Donc, ça signifie que le manager doit vraiment être dans une posture qui n'est pas la posture classique hiérarchique et qui doit être capable de faire un pas de côté et de ritualiser des moments avec ses collaborateurs pour que ces fameux collaborateurs apprenants se disent « Ok, je suis en formation, ok, j'ai des droits, j'ai droit à l'erreur, j'ai droit de ne pas savoir, j'ai droit de poser des questions, j'ai droit de prendre le temps de réfléchir, etc. » Parce que sinon, c'est très confus. Qui me parle lorsque j'ai en face de moi mon manager? Est-ce que c'est mon manager hiérarchique? Réponse A. Ou est-ce que c'est mon manager accompagnateur? Il faut que ce soit explicite. Vous voyez, donc, tout ça pour vous dire que oui, le manager peut être accompagnateur, mais à condition que le manager soit bienveillant, qu'il soit pédagogue, et qu'il ait des outils qui lui permettent de signifier à l'apprenant que c'est bien un moment d'AFEST, qu'on n'est pas dans un travail classique où il y a l'injonction managériale classique sur le résultat. Alors, le scénario que nous recommandons chez ces campus, c'est plutôt d'aller chercher parmi les pairs, PAIR, les collègues, les fameux accompagnateurs. Parce que là, du coup, on enlève tout biais hiérarchique. Si l'accompagnateur de l'apprenant, c'est un collègue expérimenté, on n'a pas cette barrière hiérarchique qu'on a dans le cas de figure du manager accompagnateur. Voilà, c'est notre recommandation. Après, elle n'est pas valable partout. Et puis, dans certaines entreprises, je pense en particulier aux PME, aux TPE, le manager, il est aussi quelque part l'accompagnateur. Autre acteur dont on n'a pas parlé, qui est le premier, c'est l'apprenant. Alors, l'apprenant, en AFEST, il n'est pas consommateur d'une formation. C'est pas comme quand il va en stage, si vous voulez. Pour être un peu caricatural, lorsque je suis apprenant et que je me rends à un stage de formation, bon,
Je suis un petit peu consommateur quand même de la formation. Par exemple, à la fin de la journée, le formateur va me donner un formulaire dans lequel je vais l'évaluer lui. J'ai donné ce qu'on appelle une évaluation à chaud. Alors, le formateur était sympathique, les supports étaient intéressants, il a su réguler les échanges. Ouais, d'accord. En gros, moi, l'apprenant, on me demande d'évaluer le formateur. En AFEST, c'est pas ça. Hein. En AFEST, il n'est pas consommateur, il est acteur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui apprend. C'est pas quelqu'un qui le forme. On va revoir ça tout à l'heure. C'est lui qui apprend en travaillant. Donc, c'est lui qui doit s'auto-évaluer, par exemple. On ne lui demande pas d'évaluer son formateur. On lui demande de s'auto-évaluer. C'est ce qu'on propose, par exemple, dans le positionnement amont. À la fin du processus AFEST, même chose. On lui demandera, voilà, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris? Etc. C'est pas, ouais, mon accompagnateur était super ou mon formateur était super. Vous voyez, donc ça change quand même pas mal la donne par rapport aux habitudes de formation qu'ont les stagiaires de formation. Alors, ce qu'on recommande aussi, quand on crée ce type de modalité AFEST dans l'entreprise, c'est d'avoir ce qu'on appelle des référents. Les référents, pour le dire autrement, c'est des architectes. Ce sont eux qui vont penser, concevoir les AFEST. Ce sont eux, par exemple, qui vont créer les outils, la fameuse analyse du travail dont on parlait tout à l'heure. Ce sont eux qui vont créer les progressions pédagogiques. Ce sont eux qui vont aller briefer et outiller les accompagnateurs. Ce sont eux qui vont s'assurer auprès des managers des apprenants que les managers des apprenants sont OK pour qu'il y ait des actions de formation. Vous voyez, donc un rôle essentiel qui est à la fois un rôle de conception, mais aussi de mobilisation et de coordination des acteurs. Alors, ce référent peut être interne, mais il peut être aussi, bien évidemment, externe. Et là, ce sera un consultant formateur, un organisme de formation, qui jouera ce rôle de référent et qui va travailler avec l'entreprise à construire les affaires. Dernier rôle, c'est en haut, il y en a deux essentiels. La direction d'un côté de l'entreprise, qui doit être sponsor des affaires, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et puis l'OPCO, qui va mettre en relation notamment l'offre de formation externe, les fameux organismes de formation, cabinets, etc., et les besoins des entreprises en matière d'affaires. Alors, si on va sur le sponsoring de la direction, de ce qu'on a pu constater, l'AFEST fonctionne particulièrement bien quand il y a un fort sponsorship de la direction. Pourquoi? Je veux dire ce qui se passe dans la tête des managers hiérarchiques. Les managers hiérarchiques, ils ont ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. Ils ont d'un côté l'injonction sur le résultat, classique, hein, ils sont payés pour développer des résultats, et puis ils ont aussi l'injonction sur, oui, toi manager, tu es le premier responsable de ton équipe et du développement de ton équipe. Le problème des managers va être le suivant. Qu'est-ce que je privilégie? Est-ce que je privilégie le résultat ou est-ce que je privilégie le développement des compétences? Si mon dirigeant, mon directeur me dit tu as l'autorisation, entre guillemets, de créer des moments d'affect dans le travail, c'est pas comme si il ne le dit pas. Donc le sponsoring de la direction est très important. Il faut que la direction porte un message auprès des managers pour leur dire, mesdames, messieurs les managers, créez des moments d'apprentissage dans le travail. Vous avez mon visa, hein, pour ça, vous avez mon autorisation, vous avez aussi le droit de créer des moments d'apprentissage dans le travail. Pour illustrer par un exemple concret, ça va être par exemple une direction d'entreprise, un comité de direction, un dirigeant qui dit voilà, vous avez cette année la possibilité de mobiliser tant d'heures pour faire de la fête. Voilà, c'est concret. J'ai un exemple d'une entreprise qui me vient en tête dans les secteurs de l'OPCO Atlas, c'est un comité de direction qui dit à une population de managers, vous avez un quota, c'est carrément un quota, hein, vous avez la possibilité cette année de déclarer en AFEST 30 heures de travail. Bon ben voilà, là c'est explicite, on sait qu'on a le droit de faire des AFEST. Je me retourne vers Gwenelle pour voir s'il y a des questions à cet égard. Notamment sur l'accompagnateur interne, est-ce que ça doit être toujours la même personne? Alors, tu as répondu un petit peu tout à l'heure, mais peut-être pour clarifier effectivement le rôle de l'accompagnateur et puis combien de personnes peuvent jouer ce rôle. Alors, on a eu à cet égard tous les cas de figure. On a eu des entreprises qui se sont lancées en AFEST où on avait un binôme apprenant-accompagnateur. Et le binôme vit un certain temps. C'est en particulier, j'ai vu ça sur un métier dans le domaine de l'informatique, sur un métier où en fait l'accompagnateur était un sachant, il était parfaitement au point sur un logiciel,
Il a donc accompagné en situation de travail un apprenant. On a le cas de figure aussi, en fait, autour de l'apprenant, il y a une équipe d'accompagnateurs. Et chacun va jouer un rôle dans son registre métier, celui où il est le plus fort. Donc on a eu ce cas de figure où, par exemple, l'apprenant, il peut mobiliser plusieurs accompagnateurs selon le sujet qu'il veut travailler. Et puis, on a un cas qui est quand même fréquent quand on a une organisation, une entreprise d'une taille déjà assez significative, c'est un rôle où des accompagnateurs multiples, on va chercher les meilleurs, bien sûr, hein, à la fois du point de vue de l'expertise et de la pédagogie, sont animés par un référent. Donc le référent, finalement, le fameux référent AFEST, il coordonne différents accompagnateurs qui eux-mêmes accompagnent différents apprenants. Donc on a, c'est une première réponse par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, on a une forme d'organisation apprenante. Ça commence à être concret, vous voyez. On a des acteurs qui agissent de manière concertée et coordonnée pour développer des compétences. Organisation apprenante. On a une articulation entre, d'un côté, un manager qui est un petit peu le commanditaire de la FES, mais aussi celui qui l'autorise, hein, c'est lui qui donne du temps, par exemple, pour faire la FES, et de l'autre, des pédagogues au sens large dans l'entreprise qui viennent accompagner des apprenants au sens large. Donc tous les cas de figure peuvent exister, ça dépend de la taille de l'entreprise. Et une autre question peut-être concernant les avantages pour l'accompagnateur AFEST. Alors, ça anticipe un bénéfice qu'on va voir tout à l'heure, donc il faut que je pense à répondre à cette question. Je ferai penser, je la note. Alors justement, on y va progressivement sur cette question. Avant ça, on va aller sur les enjeux. Je vais essayer de les illustrer avec des exemples concrets. Alors, premier enjeu, grand classique, les AFEST peuvent être apporteuses de solutions à l'entreprise quand, par exemple, l'entreprise recrute régulièrement et se trouve confrontée, par exemple, à une pénurie de candidats. Donc, tant qu'à faire, comme on a peu de candidats, autant qu'on les intègre correctement, autant qu'on fasse, en bon français, ce qu'on appelle du onboarding de qualité, de l'embarquement de qualité. C'est-à-dire, quand ils viennent chez nous, on s'occupe d'eux, quoi. Là, la FEST, ça peut être un moyen de construire des parcours d'intégration dignes de ce nom. Exemple vécu, on est dans l'industrie du loisir, hein, pour ne pas citer l'entreprise. On est confronté à une pénurie de candidats. Et en plus, dans cette entreprise, on a une perte significative des candidats la première année. On en perd un gros nombre. Donc c'est dommage. Hein. On a peu de candidats et en plus, on a du mal à les garder. Bon, bah, la FEST permet de sécuriser cette première année, finalement, tout simplement parce que quand on interroge les apprenants pour vous êtes partie de cette entreprise, bah, ils disent on m'explique pas ce que je dois faire, on m'accompagne pas, on m'aide pas, je sers de bouche-trou, blablabla, on me forme pas, blablabla. Grand classique. Hein. Donc du coup, la FES, ça sécurise la période d'intégration et du coup, ça sécurise le recrutement. Marque employeur hein, aussi, hein, bien évidemment. Venez chez nous, on vous forme, quoi, hein, on vous permet d'apprendre votre métier. Deuxième cas de figure qui commence aussi à être un grand classique en AFES, c'est une entreprise qui est confrontée à des problématiques de mobilité, qui doit faire bouger des gens. J'ai en tête une entreprise qui a une problématique de polyvalence, c'est-à-dire qu'on a un métier A dans l'entreprise qui est en décroissance, et puis on a un métier B qui est en croissance. Bon, comment on fait passer les gens du métier A au métier B hein polyvalence, hein, le développement de nouvelles compétences. La FES peut être un accélérateur de trajectoire de mobilité interne. C'est-à-dire qu'on va permettre aux gens qui passent d'un métier A à un métier B d'être en AFES pour apprendre les compétences qui leur manquent par rapport au métier qu'ils exerçaient précédemment. On a exactement le même cas de figure lorsqu'on a l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas de la polyvalence, au contraire c'est de la spécialisation. On avait des gens qui étaient polyvalents, qui faisaient plein de choses différentes, et là on veut les spécialiser. J'ai en tête une entreprise qu'on avait accompagnée dans ce sens, où on développe de l'expertise par un mécanisme d'AFEST. L'entreprise qui est confrontée à des changements. Alors, les entreprises qui sont autour de ce webinaire, j'imagine, disent ça tout le temps. Changements technologiques, informatiques, organisationnels, mais aussi des changements externes, hein, métiers qui deviennent de plus en plus concurrencés, nouveaux compétiteurs, etc. Bref, l'accompagnement au changement peut générer un besoin d'AFEST. Par exemple, j'ai vécu ça dans une banque dont je ne citerai pas le nom, où on a une problématique de changement de système d'information. Donc les gens avaient l'habitude de travailler dans un ancien système, ils avaient pris des routines, hein, comme on dit, ils s'étaient habitués, ils étaient devenus particulièrement bons avec l'ancien logiciel, l'ancien système d'information. On leur change leur jouet. Donc bien évidemment, il faut qu'ils réapprennent à travailler avec. Bon, ben, un mécanisme d'adaptation. Alors, là, je vais peut-être commencer à répondre à la question de tout à l'heure. C'est vous formez déjà sur un mode informel, hein,
qu'on appelle la formation sur le tas, et vous voulez le valoriser. C'est-à-dire vous avez déjà des accompagnateurs qui, de manière plus ou moins consciente, avec des apprenants eux-mêmes plus ou moins conscients qui sont en formation, ces accompagnateurs permettent à l'apprenant de développer des compétences. Bah pour vous, entreprise, ça peut être un moyen de reconnaître cette formation informelle, de la transformer en vraie formation AFEST, et donc du coup, indirectement, de reconnaître les sachants que vous mobilisez, les fameux accompagnateurs. Donc le bénéfice pour l'accompagnateur, c'est qu'il a il a du temps pour jouer son rôle, il a des moyens, on lui donne des moyens pédagogiques pour qu'il puisse exercer ce rôle d'accompagnateur, et puis, pourquoi pas, à la fin, il peut être reconnu. Alors reconnu par l'entreprise, mais reconnu tout court. Hein. Il peut, par exemple, dans la proposition C Campus, nous, on va jusqu'à certifier des professionnels de l'entreprise qui ont joué ce rôle pédagogique en AFES. Et puis, dernier cas de figure, qu'on voit aussi, hein, c'est finalement les apprenants sont des prétextes pour, en fait, finalement, professionnaliser les anciens. On instrumentalise, mais dans le bon sens du terme, l'AFES pour, par exemple, capitaliser ou homogénéiser des pratiques de formation interne. J'ai en tête une entreprise dont c'est l'intention déclarée, hein, une grosse entreprise, qu'on est sur des dizaines de milliers de personnes, qui dit on a plein de savoirs en interne, on a plein de choses qu'il n'y a que nous, si je peux me permettre, qui les possédons, ces savoir-faire. Comment on les capte déjà, comment on les médiatise, comment on les partage. Parce que les pratiques sont informelles, parce que les meilleures pratiques sont dans la tête des professionnels, dans les pratiques des professionnels. Donc on se sert de la FES finalement pour accélérer les mécanismes de transmission interne. Pourquoi? Notamment parce que dans cette entreprise en question, on a une grosse problématique de départ en retraite. On a une très grande partie de la population qui va partir en retraite d'ici 5 ans. Bah, comment on garde ces savoirs? Je fais référence aussi à ce qui se passe dans l'actualité. Hein. Vous savez comme moi qu'il y a des secteurs entiers où on a des pertes de savoir-faire parce que tout simplement on n'a pas su les capter. Je ne citerai pas de nom, mais dans l'actualité, tous les jours, on voit ce cas de figure d'entreprises qui n'ont pas su capitaliser en interne. Alors, on va aller sur une forme de synthèse, hein, une première forme de synthèse de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, puis après on ira peut-être sur les bénéfices. Alors, à la limite, si vous deviez retenir une chose de ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, c'est ce qui est marqué en bas du slide, c'est en fait en AFES, on n'est pas dans un processus de transmission. On ne forme pas les gens en AFES, ils apprennent. C'est pas exactement la même chose. En formation classique, on a un savoir, on a un formateur par exemple, ou un concepteur pédagogique qui détient un savoir et qui le transmet, que ce soit en salle ou par un mécanisme de formation ouverte à distance, FOAD, digital learning. Donc il y a un acte de transmission de connaissances, de compréhension, de contenu. Ça marche bien, il faut le garder. Hein. En AFES, on est sur un processus différent, on va permettre à l'apprenant d'apprendre en travaillant. Donc c'est lui l'acteur, c'est pas le formateur. Le formateur, il est juste là pour aider. Il est juste là pour poser les bonnes questions. Mais il n'apporte rien. C'est l'apprenant qui, chemin faisant, confronté à des situations de travail aménagées, développe ses compétences. Parce qu'il a des droits. Par exemple, je reviens sur le droit à l'erreur. Encore une fois, le droit à l'erreur, il n'est pas absolu, mais j'ai un certain droit à l'erreur. Donc, je peux tenter des choses que je ne m'autoriserai pas à tenter si on ne m'en donnait pas l'autorisation. C'est ce mécanisme d'erreur, vous savez très bien qu'on apprend par ses erreurs. Si l'erreur est interdite, moi, apprenant, je vais avoir tendance à rester dans ma zone de routine. Je ne développerai pas de nouvelles compétences. Si on me permet un droit à l'erreur, je vais peut-être vivre des situations délicates. Hein, l'erreur, parfois, on la vit plus ou moins bien, mais pour autant, je vais en apprendre quelque chose dès lors que j'ai derrière, par exemple, une analyse réflexive. On n'est pas sur l'erreur critique, hein. On n'est pas sur l'erreur qui pose des questions de sécurité, par exemple, mais on est sur des petites erreurs qui, finalement, nous permettent, et on le sait tous, on a appris comme ça, on a appris en faisant des petites bêtises. Voilà, petit à petit, on est plus à l'aise avec un métier parce que tout simplement, on est confronté à des situations délicates. Donc, on est quand même dans un renversement de paradigme. Finalement, on fait porter l'effort essentiel de la FEST sur l'apprenant et non pas sur le formateur. Le formateur, c'est pas lui qui produit l'effort.
C'est pas lui qui se casse la tête à faire un programme, des supports, des contenus. C'est l'apprenant qui, par son travail, dans son travail, développe petit à petit ses compétences. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions qui apparaissent? Alors, on a effectivement des nouvelles questions. Qui propose la FAST? L'organisme de formation ou l'entreprise? Les deux, mon général. On peut avoir l'entreprise qui est à l'initiative de la FEST. C'est le cas que j'évoquais tout à l'heure, parce que les savoirs sont chez elle, ils ne sont pas dans l'organisme de formation. Savoir-faire informel, expérientiel, que les gens de l'entreprise ont développé. Donc là, la FEST, c'est un sujet éminemment interne. On parle de cas de figure différents, où c'est l'organisme de formation qui fait déjà des actions de formation avec cette entreprise, en salle, en digital, etc., qui vient apporter en plus l'action de formation en situation de travail. Et on peut avoir le cas de figure où c'est les deux. C'est-à-dire il y a une association entre l'entreprise d'un côté et l'OF de l'autre, et ils travaillent ensemble, ils bâtissent ensemble les FEST. Je reprends l'exemple qui commence à être un classique maintenant, c'est le contrat pro expérimental, qui est une nouveauté de la réforme. Attention, ça ne doit pas durer non plus 107 ans, c'est 2 ans de mémoire, mais qui permet à une entreprise, un OPCO, Atlas en l'occurrence, et un OF, de co-construire un contrat pro. AFEST, par exemple. Mais pas que, mais en particulier, intégrant la modalité AFEST. Voilà, donc tous les cas de figure sont possibles. On a vraiment cette opportunité, je pense, intéressante de l'AFEST, dont tout le monde peut s'emparer, aussi bien les organismes de formation que les entreprises. Et justement, on a aussi, c'est en lien, une question sur la FEST n'est-elle pas plus propice à des formateurs internes qu'à des organismes de formation externes? Donc, effectivement, tu viens d'y répondre pour partie. Alors, on avait interviewé un confrère dans notre blog que j'espère tout le monde lit. On avait posé la question à un organisme de formation. Est-ce qu'il y a un moment, il y a eu quelque chose qui a traîné dans les esprits qui était ouais, nous, organisme de formation, on va se faire remplacer par la FEST. Bon. Moi, je pense pas, honnêtement. Et j'ai posé la question à un confrère qui est de la Fédération de la formation professionnelle, donc en plus qui est représentant de la profession. Je lui ai posé la question, il m'a dit ben non, c'est notre sujet à nous. C'est nous les pédagogues. C'est nous les partenaires naturels des entreprises. Donc on va les aider à faire la FEST. Les entreprises ne savent pas intuitivement faire la FEST. Elles ont besoin d'être accompagnées. Pour autant, et c'est vrai que la question est intéressante en ce sens, les savoirs, ils existent aussi dans l'entreprise. Donc les formateurs internes ont aussi du sens. Mais pour moi, l'avenir de la formation professionnelle, c'est ce que mon associé Marc Denry appelle la formation hybride. C'est l'association entre des formateurs internes et des formateurs externes qui vont travailler ensemble à réconcilier un truc qui malheureusement avait été séparé artificiellement par notre cadre réglementaire, ce que Jean-Marie Lutringer appelle le modèle séparatiste, c'est-à-dire pendant 47 ans, on a séparé le travail de la formation. On a dit, le travail, c'est pas de la formation, et la formation, c'est pas du travail. Là, avec la FEST, on a l'occasion de réconcilier le monde du travail, les entreprises, et le monde de la formation, les organismes. Et pour moi, la solution, c'est de travailler en collaboration OF et formateurs internes, et tuteurs et accompagnateurs internes. Alors, il y a une question qui n'a pas été posée, mais que je me pose à moi-même, et le manager dans tout ça. Le manager, jusqu'à maintenant, dans la plupart des cas, dans la plupart des entreprises, il n'était pas acteur de la formation. Quand un manager avait un besoin de formation pour un de ses collaborateurs, il demandait à son responsable RH ou à son responsable formation, voilà, trouvez-moi une formation pour mon collaborateur. Là, en AFEST, il y a une solution à sa portée. Il peut décider d'internaliser la formation et de reprendre son rôle de premier développeur de compétences de son collaborateur. Alors, je poursuis parce que je vois que le temps passe. Okay. Est-ce qu'il y a encore une question? C'était sur peut-être la phase sur est-ce que c'est plus propice sur du savoir-être ou du savoir-faire? Les deux. Il n'y a pas de... Je sais pas si ça se dit propicité. En tout cas, la FEST est pertinente dans les deux cas de figure. De tout ce qu'on a pu voir, de projets à FEST menés, généralement, on a bien les deux registres. Pourquoi? Je vais vous expliquer, et d'ailleurs à qui je me réfère. Là, je vais citer un autre grand monsieur de la formation, c'est Guy Le Botters. Donc, qui dit, dans un bouquin qu'il a fait paraître l'an dernier, la chose suivante. La compétence individuelle, de type, par exemple, savoir-faire, s'exerce de plus en plus dans un cadre de coopération. On n'est pas tout seul dans une boîte.
On travaille avec des collègues, on travaille avec des clients, on travaille avec des fournisseurs, on travaille avec son boss, bien sûr. Donc, on peut être très bon techniquement parlant, savoir-faire, et être, excusez-moi du terme, très mauvais sur le savoir-être. Et celui qui va réussir dans l'entreprise, c'est bien celui qui a mis les deux. C'est-à-dire non seulement il a le savoir-faire technique, mais il est capable d'interagir avec un client, un collègue, etc. Donc, la FEST, souvent, on voit dans les pratiques d'entreprise qui se lancent, on voit bien les deux registres. On voit bien que l'apprenant, il a des objectifs de développement de compétences, savoir-faire, mais aussi savoir-être. Pourquoi? Parce qu'on travaille en équipe, on ne travaille pas tout seul dans son coin. Donc on a beau être très bon techniquement, si on est très mauvais relationnellement, ça ne va pas le faire. Cas classique, regardez ce qui se passe dans le sport. Sport collectif, vous avez une feuille de match extraordinaire avec les meilleurs footballeurs de tous les temps, chacun dans leur position, puis ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe. Parce que les gens se comportent comme des mercenaires, ne se passent pas les balles, etc. C'est exactement pareil dans l'entreprise. Donc souvent, on voit ça, on voit des entreprises qui travaillent à la fois les savoir-faire, mais aussi en même temps les savoir-être en affaires. J'ai envie de dire, pareil en formation classique. On pourrait estimer que dans une formation en salle, on apporte à la fois des connaissances qui portent sur des compétences savoir-faire, mais aussi sur des compétences savoir-être. J'enchaîne peut-être? D'accord. Alors, je voudrais faire un focus sur l'autre condition de succès quand même. On a vu les conditions de succès des affaires du point de vue pédagogique. On va voir ce qui se passe du côté de l'apprenant. On a beau lui créer des moments d'apprentissage dans son travail, on a beau lui créer des moments de réflexivité, on lui permet d'apprendre. S'il n'a pas envie d'apprendre, ça va être compliqué. S'il n'a pas le projet d'apprendre, c'est-à-dire s'il ne voit pas l'intérêt pour lui de la formation, ça va être compliqué de le motiver. Donc un travail corollaire lorsqu'on se lance en affaires, c'est de travailler ce qu'on appelle l'apprenance. L'apprenance, c'est pouvoir apprendre. Donc ça, c'est le mécanisme même de la FEST. On va proposer aux gens des moments d'apprentissage. Donc ils ont le droit d'apprendre, ils peuvent apprendre. Mais il faut travailler aussi le plaisir d'apprendre. Par exemple, en étant sur un registre de bienveillance, mais aussi, pourquoi pas, en étant dans le domaine du ludique. On peut se faire plaisir en testant de nouvelles façons de faire lorsqu'on est dans son travail. Il y a ce côté affectif, on prend plaisir à apprendre parce qu'on ne fait justement pas, comme d'habitude, la routine, le truc qu'on fait depuis 10 ans. On a le projet d'apprendre, pourquoi? Parce qu'on a eu un entretien professionnel avant et on sait très bien qu'on a des objectifs d'apprentissage qui peuvent me permettre, pourquoi pas, d'obtenir une reconnaissance de type titre, de titre qualification, pourquoi pas, soyons fous, certification. Et puis, on a le projet d'apprendre parce qu'on a envie de progresser dans l'entreprise, tout simplement. Et on voit bien que pour progresser, il faut faire des efforts, notamment des efforts d'apprentissage. Et puis, le dernier registre, alors ça va vous paraître étonnant parce qu'on pense qu'on sait apprendre. On pense notamment quand on a des diplômes, qu'on a su prouver qu'on savait apprendre. La preuve, on a des diplômes. Mais en fait, nos diplômes, c'est juste un sésame. On sait très bien qu'on apprend surtout dans le métier. Et il faut vérifier que les salariés apprenants savent apprendre. Alors, je vous donne un exemple. On sait bien qu'on est tous en ce moment très perturbés par le travail sur écran. Est-ce qu'on sait se concentrer? Ben, comme on est soumis en permanence à des écrans, à des textos, à des coups de fil, etc., est-ce qu'on sait toujours se concentrer pour apprendre? Pas sûr. Peut-être qu'il faut réapprendre à se concentrer. Peut-être qu'il faut retrouver des techniques de mémorisation. Peut-être qu'il faut réapprendre à observer. En AFEST, c'est déterminant, il faut observer. Est-ce qu'on sait écouter? Pareil, dès qu'on est sur le savoir-être, il faut développer des capacités d'écoute, d'empathie. Voilà, donc le savoir-apprendre, il est aussi déterminant. Et beaucoup de gens pensent qu'ils savent encore apprendre. Or, ils ont été très, très perturbés par les rythmes modernes, par les outils qui nous déconcentrent, qui font qu'on est souvent sur un mode zapping. On passe dans le travail d'une tâche à l'autre. On fait 3 choses en même temps, etc., etc. On sait très bien que tout ça, c'est pas propice à l'apprentissage. Voilà, donc ça, c'était juste un parallèle important. Quand on se lance en AFEST, en tant qu'entreprise, il faut toujours réfléchir aussi à ça, c'est comment je développe l'envie d'apprendre de mes salariés et le savoir apprendre. Alors, pardon, je vais un peu trop vite, je reviens. On va aller sur les bénéfices. Question qui a été posée tout à l'heure. Alors, on va revenir sur les acteurs. Donc, je fais un petit mouvement rétroactif. Alors, on va tout de suite s'intéresser aux managers, comme ça, ce sera fait.
Le bénéfice principal pour un manager de la FEST, il y en a un qui est évident, c'est que le salarié ne part pas en formation. La FEST, c'est dans le travail. Le salarié, il est dans l'entreprise, il continue à bosser. Il n'est pas sorti du travail comme quand il va en stage, comme quand on l'envoie dans une salle de ressources pour consulter un module e-learning. Il est bien dans son travail. Donc, il y a un truc évident, mais je préfère évoquer les évidences. Le manager, on ne lui sort pas quelqu'un de la production, on ne lui sort pas quelqu'un du travail. Donc ça, il aime beaucoup. Deuxième bénéfice, qui est évident aussi, mais je préfère le dire, la FEST porte toujours sur des objectifs opérationnels du fait qu'on est dans le travail réel. Donc le manager, pour lui, c'est une évidence que son salarié qui apprend, il apprend des choses qui vont lui servir dans son travail pour atteindre ses résultats. Donc les managers, pour le dire très, très directement, adorent la FEST. Ils adorent. Dès lors qu'ils ont compris, bien entendu, ce que c'était, ils adorent. Parce que, un, le salarié ne part pas du travail. Deux, il se forme sur son travail. Donc le manager, il voit tout de suite son bénéfice. L'apprenant, même chose, dès lors qu'on est bienveillant avec lui, dès lors qu'on lui donne les moyens, etc., il voit vite les intérêts, hein. Il se voit vite progresser. C'est concret. Il est dans son poste, il est dans son contexte, il voit bien que dès lors qu'il applique certaines choses dans son métier, hein, qu'il apprend, qu'il développe des compétences, il voit bien que ça marche mieux. Il voit bien indirectement ou directement ce que ça provoque dans sa performance, dans sa qualité de vie au travail, dans l'ambiance aussi avec ses collègues, etc., etc. Donc les apprenants adorent la FEST, dès lors qu'ils ont été en vrai à FEST. Les accompagnateurs, premier réflexe, c'est de dire, alors, je prends le cas de figure classique, l'accompagnateur qui a été désigné volontaire. Bon, c'est quand même souvent le cas. Hein. Ça serait bien que tu sois accompagnateur d'un tel. Bon, j'ai été désigné volontaire. Lui, il va peut-être falloir qu'il fasse un petit effort pour lui signifier qu'il va, par exemple, gagner des choses. Lui aussi, il va être bénéficiaire. Alors, ça peut être une reconnaissance, par exemple, ce que j'avais dit tout à l'heure. On va lui reconnaître son professionnalisme en le nommant accompagnateur et puis on va lui reconnaître sa pédagogie, y compris, pourquoi pas, en lui permettant d'accéder à la fameuse certification dont je parlais tout à l'heure de référent à FEST. Après, il faut aussi qu'il soit gagnant au niveau du collectif de travail. Il voit bien qu'en ayant des collègues apprenants mieux formés, que ça le soulage aussi. Pourquoi? Parce que si j'ai des collègues mieux formés, ils sont plus compétents. S'ils sont plus compétents, ils sont plus opérationnels. S'ils sont plus opérationnels, ça soulage la charge de l'équipe. Vous voyez? Donc, il y a un travail de communication auprès des accompagnateurs pour leur dire, voilà, vous allez gagner du leadership, de la pédagogie, une reconnaissance de votre professionnalisme, etc. La preuve, on vous nomme accompagnateur. Mais en plus, vous avez intérêt à ce que votre apprenant soit bon. Parce que ça va aussi vous soulager, vous, en termes de charge de travail. Si mon apprenant fait toujours les mêmes erreurs, et que je suis son collègue, peut-être que ça peut m'impacter moi-même. Si je sais que mon collègue est meilleur, ça va me soulager moi-même dans mon travail. Alors, côté direction, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut absolument obtenir le sponsoring de la direction, et là, on va lui poser la question de manière très directe. Au-delà de l'enjeu de développement des compétences de vos salariés apprenants, monsieur ou madame le dirigeant de l'entreprise, c'est quoi votre enjeu derrière? On va ramener le dirigeant sur ses enjeux à lui. Enjeux de recrutement, enjeux de fidélisation, enjeux de performance. Donc, le travail des bénéfices va être très simple, c'est à la fin de la FEST, est-ce que le développement des compétences des salariés qui ont été en AFEST produit quelque chose de tangible qui répond aux enjeux? Par exemple, pour reprendre le cas de tout à l'heure, est-ce que le fait de mettre en place des vrais parcours d'intégration avec des AFEST permet de sécuriser le turnover des nouveaux entrants? J'ai des candidats, si j'en perds moins qu'avant au bout de la première année, dirigeant, je suis content, j'ai un vrai bénéfice. J'ai sécurisé mon recrutement, j'ai sécurisé ma fin d'intégration, les gens restent chez moi, ils ne partent pas à la concurrence. Si j'avais un enjeu de performance qui a été adressé par la FEST, c'est-à-dire qu'au bout du bout, les gens sont plus compétents, donc ils produisent un travail de meilleure qualité, je suis dirigeant, le bénéfice est évident. Alors, côté OF, je vais parler de l'OF pour conclure. Les bénéfices, pour moi, des formateurs consultants qui viennent accompagner les entreprises pour mettre en place des AFEST, ils sont évidents aussi. Parce qu'une des grandes frustrations du formateur classique, par exemple, je prends le cas du formateur qui forme en salle,
c'est une fois que les apprenants ont passé la porte de la salle de formation, qu'est-ce qui se passe? Le formateur ne sait pas ce qui se passe après lui. Il ne sait pas si les gens vont pouvoir appliquer les connaissances acquises en salle de formation. Donc, c'est très intéressant pour un formateur d'aller ensuite voir dans le travail réel ce que l'apprenant peut mettre en œuvre. Au moins, il n'a pas cette frustration de « voilà, moi, je ne sais pas ce qui se passe après mon intervention ». Donc, le bénéfice pour les formateurs, il est évident de ce point de vue. Ils voient l'impact de leur formation. Deuxième bénéfice qui est indirect, c'est les formateurs se rapprochant du travail. Ça va peut-être vous étonner ce que je veux dire, mais ils apprennent eux-mêmes. Ils apprennent le vrai travail. Le formateur, lui, il a une approche généraliste du travail. Lorsqu'il forme un groupe, il forme sur un plus petit dénominateur commun, qui reste quand même assez, même s'il fait attention à sa pédagogie, qui reste quand même assez académique. En se rapprochant de la vraie situation de travail, il voit les effets de sa formation sur l'apprenant, il voit en quoi l'apprenant est capable de faire ce qu'il a appris, et deux, il réapprend quelque part le travail réel, même s'il n'en est pas toujours conscient, le formateur, quelque part, en se confrontant au travail réel de l'apprenant, il apprend lui-même. Alors, est-ce qu'il y a des questions nouvelles? Alors, il y a une question sur la pertinence de mettre en place, par exemple, des primes pour l'accompagnateur AFEST. Alors, le danger que je vois de mettre une prime a priori, c'est d'attirer des gens, si vous êtes sur le volontariat, qui cherchent la prime. C'est-à-dire, si vous le mettez comme un postulat, si vous êtes accompagnateur, vous aurez une prime. Je pense que le biais, c'est d'attirer des gens qui ne sont pas forcément volontaires, mais qui viennent chercher surtout les sous. Ce que je vous raconte, c'est du vécu. Hein. Certaines branches professionnelles que je ne citerai pas ont mis en place ce genre d'incitatif pour les tuteurs, par exemple, tuteurs d'alternance. Il y a un biais, c'est d'aller chercher des tuteurs, c'est pas forcément les plus professionnels ou les plus pédagogues, mais ceux qui ont besoin d'argent. Moi, j'aurais tendance à conseiller aux entreprises de mettre la prime comme la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, ça vient à la fin comme une forme de reconnaissance. Mais il ne faut pas que ce soit le seul déterminant pour aller chercher les meilleurs accompagnateurs. Moi, j'aurais tendance à dire, déjà le fait d'outiller, de former les accompagnateurs, c'est une forme de reconnaissance. Leur donner des outils pédagogiques, leur apprendre les mécanismes de la FEST, leur apprendre des techniques qui vont leur permettre de bien jouer leur rôle en AFEST, c'est déjà un premier bénéfice pour eux. Si en plus il y a une prime, pourquoi pas? Il ne faut pas que la prime soit l'arbre qui cache la forêt. Alors, on va aller sur un autre sujet, c'est, voilà, vous êtes en entreprise, vous êtes en train de vous dire, voilà, j'y vais pas, en AFEST. Bien entendu, les conseillers Atlas vont aussi pouvoir vous aider dans cette réflexion. Alors, première chose qu'on va se dire, c'est qu'est-ce qui permettrait aux entreprises de se dire, ouais, l'AFEST, c'est pertinent. En fait, il peut y avoir plusieurs critères de pertinence. Celui que j'évoquais tout à l'heure, la compétence, elle est chez vous, elle n'est pas ailleurs. Hein. Vous voulez, par un mécanisme AFEST, transmettre vos propres savoir-faire, ceux qui vous sont vraiment spécifiques. L'AFEST peut être une solution. L'organisme de formation est éloigné géographiquement. On a ce cas de figure hein, sur certains territoires, notamment les territoires insulaires, mais pas que, où l'offre de formation est loin, elle est loin. Donc ça pose des problèmes de coût et d'accessibilité de la formation. Dans ce cas de figure, l'AFEST peut être une solution. Alors l'OF existe, il répond partiellement aux besoins de compétences. L'AFEST peut être une manière de compléter le travail de l'OF. Alors, la pertinence aussi, ça vient quand vous avez un dirigeant de l'entreprise qui dit cette modalité m'intéresse, le soutien de la direction, j'en parlais tout à l'heure. En soi, c'est un critère. Je prends le cas de figure si vous êtes responsable de formation ou directeur des ressources humaines de votre entreprise, si votre comité de direction adhère à la FEST, c'est pertinent. Si votre comité de direction n'adhère pas à la FEST, ça va être compliqué. Autre cas de figure qui peut vous permettre de dire la FEST est pertinente, c'est vous avez des gens en interne qui sont des ressources, qui sont des sachants, qui sont motivés. C'est un bon critère de pertinence pour se lancer en FEST. Et puis le dernier qui n'est pas le moindre, c'est celui de tout en bas. Vous avez objectivement des managers et des apprenants qui sont plus ou moins conscients qu'il y a un besoin de développer les compétences parce qu'ils se heurtent par exemple toujours aux mêmes limites, aux mêmes difficultés, aux mêmes blocages. Donc là, c'est objectivement parlant, vous vous rendez compte que dans le travail, il y a des nécessités de développer les compétences.
Donc voilà les différents critères, il y en a d'autres hein, que vous pourrez rebalayer à l'occasion et ou questionner au niveau d'Atlas, qui vous permettent de dire j'y vais pas. C'est pertinent, ça n'est pas pertinent. Est-ce qu'il y a des questions? Justement, j'ai quand même pas mal de questions, ce qui est logique, hein, Ouais. sur l'accompagnement que propose en fait l'OPCO sur la FEST. En fait, avec la réforme de la formation, les OPCO ont effectivement pour mission de promouvoir une nouvelle modalité, donc comme la FOAD et la FEST. Donc, on a mis en place des actions d'information et de promotion de cette nouvelle modalité, avec justement là le lancement de premières réunions organisées dans toutes les régions hein, sur cette thématique. D'ailleurs, il y en a une demain à Toulouse, le 3 décembre à Marseille, le 12 décembre à Paris. Bref, je vous invite à retrouver en fait toutes ces dates sur le site, dans le planning, sur le site Atlas. Vous retrouverez donc toutes ces dates de réunions d'information, voire d'ateliers sur cette thématique. L'OPCO Atlas va évidemment également accompagner en fait l'ensemble des acteurs. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés au sein de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, nous avons prévu la publication d'un guide RH. Vous devez connaître notre collection de guides RH. Donc, l'idée, c'est d'en réaliser un sur cette modalité, donc avec évidemment un certain nombre d'outils pratiques, comme par exemple un PIF. J'avais la question justement sur ce point tout à l'heure. Mais le PIF, c'est pas le nez. Hein, je trouve que c'est plus sympa PIF que protocole de parcours individuel, protocole individuel de formation, dont on a fait référence tout à l'heure. Donc bien évidemment, on mettra à disposition ce type de document à travers le guide qui devrait paraître d'ici la fin de l'année. On a aussi prévu en termes d'accompagnement des différents acteurs de réviser l'offre de formation à destination des accompagnateurs et des tuteurs que vous connaissez déjà peut-être dans le cadre de notre offre action collective. Donc de renouveler effectivement et de revoir le contenu de cette offre de formation dans le cadre des actions collectives. Donc ça, c'est prévu également en 2020. Ce qui permettra en effet de professionnaliser les accompagnateurs à FEST. Nous sommes également sur un projet de certification de branche, voire interbranche, avec une évaluation en ligne dans le cadre de notre plateforme C-Certification, que vous connaissez peut-être, qui a été lancée cette année, avec la première certification sur le management de projet. Donc ça, c'est un projet également, c'est en projet sur 2020. Au niveau de la professionnalisation des collaborateurs, des conseillers formation, des développeurs, des collaborateurs donc Atlas, nous venons effectivement de mettre en place un groupe de collaborateurs référents dans un premier temps sur la FEST, donc un collaborateur dans un premier temps par région, qui est en capacité donc de réaliser, enfin de vous parler de la FEST, de réaliser des rendez-vous d'information, d'animer les réunions d'information dont je vous parlais tout à l'heure, et de réaliser des entretiens, des rendez-vous d'opportunités, vous aider à voir si c'est opportun ou pas de mettre en place la FEST par rapport à votre contexte, à vos problématiques, à votre niveau de maturité au niveau de la formation. Alors, en termes de financement, là aussi, j'ai eu plusieurs questions. Vous êtes plusieurs, ce qui est normal, à vous poser la question des financements. En fait, la FEST est une modalité et non un dispositif. Donc, on n'a pas de financement spécifique, on n'a pas de ressources, il n'y a pas de cotisation en face de cette modalité. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, effectivement, la FEST peut être financée par l'OPCO dans le cadre du plan de développement des compétences, hein, comme toute autre modalité, mais il n'y a en effet pas de sources supplémentaires. La FEST peut également, on l'a vu tout à l'heure, hein, être mise en place dans le cadre de l'alternance.
Et puis, enfin, les branches professionnelles peuvent décider de prévoir dans leur convention la possibilité de versements en fait extra-légaux pour financer la feste avec le soutien de locaux. Le périmètre et les conditions, le niveau en fait de prise en charge n'ont pas encore été définis pour les branches d'Atlas. C'est en cours. A priori, les fonds mobilisés par locaux, Atlas, devraient être a priori plutôt orientés vers un accompagnement à la mise en œuvre de la feste avec l'appui d'un cabinet RH proposé et habilité par locaux, et puis un soutien à la professionnalisation des différents acteurs. Effectivement, vous connaissez peut-être déjà nos prestations d'accompagnement RH, les prestations d'appui RH. Donc l'idée en 2020, c'est effectivement aussi de revoir cette prestation pour l'adapter à la mise en place de la feste. En termes de cofinancement, il y a aussi les régions qui interviennent en tant que cofinanceurs. Ça commence. Alors au niveau de locaux Atlas, on a déjà des régions qui sont, on a répondu à des appels à projets. Je pense à la région Pays de Loire et également à la région Grand Est. C'est en cours de formalisation donc avec la région. Alors là, l'intervention, la région intervient en cofinancement sur la partie ingénierie et non sur le remboursement en tant que tel des heures réalisées en AFES. Voilà en termes d'accompagnement et de financement que propose aujourd'hui le Pro Atlas. Ok, bah merci pour cette précision. Je pense qu'intéresse aussi beaucoup de participants de ce webinaire. Alors, je vois que l'heure tourne. On va aller vers la conclusion qui laisse aussi quelques questions possibles. Là, je passe rapidement parce que en fait, c'est ce qui se passe à la fin d'une AFES. Donc, je vous laisserai tranquillement télécharger ce document sur le site Atlas et en prendre connaissance. Mais en gros, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin pour mesurer l'efficacité de la feste que vous auriez réalisée entre-temps. Alors, dernier slide, hein, et après on va passer au fil des questions. Pour aller plus loin sur ce sujet, donc bloc de ces campus que j'avais dit tout à l'heure, on a fait paraître beaucoup d'articles sur le sujet depuis 2015, notamment comme on commence à avoir un retour d'expérience à la fois des OPCO, des entreprises, des OF. On a publié récemment, alors en l'occurrence c'est votre serviteur qui l'a écrit, un article sur comment rater ses AFEST en 21 erreurs. Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vous invite à aller consulter alors c'est sous le registre de la blague, mais c'est très sérieux. On a commencé à voir ce qu'il fallait surtout pas faire lorsqu'on se lance en AFEST. Je vous donne un exemple pour rebondir sur le propos de Gwenal à l'instant. Se dire je vais aller en AFEST pour récupérer beaucoup de sous. Non. Si le seul levier de la FES est à chercher des sous chez des cofinanceurs, en fait, on ne se pose pas les vraies questions qui sont à quoi sert la FES, à quels enjeux internes de l'entreprise la FES peut répondre. Voilà, donc je vous invite à consulter notre blog. Encore une fois, notre actualité en ce moment, c'est beaucoup sur la FES, pas que, mais beaucoup sur la FES, donc avec une série d'articles qui seront éclairants, notamment le fameux interview aussi que j'ai évoqué tout à l'heure. Je suis allé interviewer un de nos confrères, hein, de la Fédération de la formation professionnelle en plus, et qui raconte un petit peu sa vision en tant qu'OF sur la FES. Voilà, ben j'en termine là. Donc le replay est enregistré, vous pourrez le réécouter si besoin, puis le document support sera publié sur le site Atlas. Voilà, donc je me retourne vers Gwenal à nouveau pour voir s'il y a des questions qui sont arrivées ou s'il y a Alors oui, des réactions peut-être. J'ai des questions complémentaires, bien sûr, notamment sur la durée d'une AFEST. Avec le recul actuel, quelle est la durée moyenne d'une AFEST? Je vais t'embêter de vous répondre parce qu'il n'y a pas parcours intégrant peut-être de la FEST parmi d'autres modalités. Alors voilà, il n'y a pas de durée moyenne malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, hein, parce qu'en fait la FEST vise un objectif professionnel comme toute action de formation. Alors je vais le dire autrement. Moi, ce que j'ai compris de la réforme, je ne pense pas être le seul, mais je vais vous dire ce que j'ai compris. Moi, j'ai compris qu'avant, le corpus réglementaire antérieur, c'était en gros entreprise, on doit prouver, je suis en entreprise aussi, donc
je dois, moi, employeur, prouver que je devais prouver que je faisais faire des heures de formation à mes salariés. D'où la fameuse feuille d'émargement. En fait, notre critère en tant qu'employeur, c'était de dire, ouais, regardez, j'ai formé tous mes salariés, et puis ils ont tous eu 7 heures de formation. Bon. Aujourd'hui, le critère, avec la réforme de 2018, c'est plus ça, c'est est-ce que j'ai rendu mes salariés compétents. J'ai une obligation de former, ça reste, mais j'ai aussi une obligation d'adapter mes salariés dans le poste. Si un jour j'ai un contentieux prud'homal, ce que je ne souhaite à personne, si j'ai licencié quelqu'un pour insuffisance professionnelle et que je ne l'ai pas rendu compétent, je vais avoir un souci. Je ne vous parle même pas de l'entretien pro que je n'ai pas fait pendant 6 ans et du fait que j'ai oublié de développer les compétences de certains de mes salariés. Donc j'ai l'impression qu'on passe d'une obligation de moyens, il fallait passer des heures en formation et prouver qu'on faisait passer des heures en formation à ses salariés, à une obligation de plus en plus de résultats. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises se libèrent de l'obligation de former, mais en plus qu'elles prouvent qu'elles ont donné tous les moyens à leurs salariés pour acquérir des compétences, pour exercer leur métier, et bien entendu pour être employable. Donc vous voyez, on change là aussi de paradigme. Alors la question de la durée de la feste est intéressante. En fait, si je peux me permettre, la question c'est, encore une fois, quelles sont les compétences qu'on vise grâce à la FES? Et la durée, c'est un moyen. Ce que je veux dire par là, voir des AFES qui sont très courtes en temps, aussi selon les apprenants. Vous allez avoir des apprenants qui progressent vite en AFES, des voitures de course, des bolides, puis vous allez avoir des apprenants qui mettront beaucoup plus de temps à progresser en AFES. Donc il n'y a pas de durée moyenne pour la même action de formation. Si vous avez 10 apprenants sur la même AFES, vous aurez des durées complètement différentes sur les uns et les autres. Et entre guillemets, on s'en fiche parce qu'avec le nouveau cadre formel de l'AFES, on n'a plus besoin de déclarer les heures réalisées. C'est plus nécessaire. On a juste besoin de faire un protocole de formation, ce qu'on avait dit tout à l'heure, une espèce de contrat pédagogique, mais on n'ira jamais mesurer le temps passé à la fin. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on ira mesurer, c'est est-ce que l'AFES a permis de développer ou pas les compétences visées. Alors quand même, pour vous donner un éclairage, je sens qu'il peut y avoir une frustration en écoutant ma première réponse, il n'y a pas de durée moyenne, pour autant on voit deux grandes catégories d'AFES. On voit des AFES qui sont très opérationnels, c'est-à-dire très liés à des besoins immédiats de montée en compétences, eux-mêmes liés à des enjeux de performance, par exemple. Je dois être capable de faire ça très très vite, parce que c'est nécessaire dans mon métier. Et puis, il y a des AFES, au contraire, qui sont au long cours quand on est dans un registre qualifiant ou certifiant. C'est-à-dire qu'à la fin, non seulement il y a un enjeu de performance, d'opérationnalité, de qualité, etc. pour l'entreprise, mais en plus, il y a un enjeu pour le salarié. C'est-à-dire qu'à la fin, par exemple, il doit passer une certification professionnelle, ou il doit passer une accréditation, ou il doit passer une habilitation. Donc la FED va être un moyen pédagogique supplémentaire pour qu'il obtienne sa qualif, sa certif, etc. Donc vous pouvez avoir des AFES courtes, plutôt courtes, qui vont se compter au maximum en heures ou en dizaines d'heures. Ça, c'est la FES très opérationnelle. Et puis, vous allez avoir des AFES au long cours. J'ai en tête à nouveau ce CQP dont je vous parlais tout à l'heure, où ça commence à se compter en dizaines d'heures. Ça peut être jusqu'à 200 heures, par exemple, d'AFES dans un parcours qui lui-même fait, je dis n'importe quoi, 400 heures. Voilà, donc pas de durée moyenne, malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on voit la question. Alors, effectivement, on a des questions aussi sur les documents qui permettraient une prise en charge de locaux, les documents par rapport à la traçabilité en fait, de cette modalité. En cas de contrôle. Exactement. Et en fait, pour l'instant, le Pro Atlas, pour être très clair, n'a pas encore défini précisément les documents à joindre pour faire des demandes de prise en charge. Mais en fait, vous pouvez vous référer à un guide qui a été publié récemment, là, en octobre dernier, par la FFFED en lien avec la DGEFP sur les formations multimodales, justement, attester la réalisation de l'action de formation. Donc, qu'il y ait remboursement locaux ou non d'ailleurs, en fait, dès que la FEST est intégrée dans un parcours de formation, vous puissiez en fait la valoriser et justifier de la réalisation par rapport à vos obligations de formation de vos salariés.
Donc l'entreprise devra fournir un PIF, enfin un protocole de parcours individuel avec l'ensemble des éléments du parcours qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc là, on a des modèles. On pourra vous fournir des modèles. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On travaille actuellement sur le guide RH qui devrait être publié d'ici la fin de l'année. Évidemment, dans ce guide, vous aurez des modèles de PIF. Donc, l'entreprise devra fournir le PIF avec l'ensemble des éléments du parcours et puis le certificat de réalisation de formation, enfin l'évaluation finale en fait de la compétence visée au départ. Et sûrement un bulletin de salaire de l'accompagnateur. Ouais, ça, c'est dans le cas d'un cofinancement. En fait, voilà, ouais, exactement. En fait, l'entreprise doit être en capacité de mettre en place des éléments de traçabilité permettant de justifier la réalité du suivi du parcours et de l'action de formation, notamment en cas de contrôle par l'inspection du travail ou pour locaux dans le cadre du contrôle de services faits. Mais à partir du moment où effectivement vous souhaitez la valoriser en tant que formation par rapport à votre obligation de formation sur les 6 ans, au total, en effet, il faut mettre en place ces éléments de traçabilité. Donc, il faut que vous puissiez récolter en fait différentes preuves de réalisation des activités liées à la FAS, donc d'activités pédagogiques, mais également d'activités d'évaluation et d'interaction et de traces de réflexivité. Ouais. Alors, juste peut-être une petite incise à nouveau. Ces éléments de formalisme sont aussi pédagogiques. Je m'explique, c'est pas juste en cas de contrôle ou juste en cas de cofinancement. Je vais vous donner un exemple très concret. On connaît une start-up qui a produit une application qui permet je vous la fais courte, qui permet non seulement à l'apprenant de faire sa réflexivité en vidéo, par une vidéo selfie, il se filme en train de faire sa réflexivité. Et après, il y a un système où, en gros, son collectif de travail, par exemple, ou son formateur viennent, comme un système un peu TripAdvisor, mettre des étoiles sur la qualité de sa réflexivité. Et cas échéant, ils peuvent eux-mêmes, ce collectif, poser des questions à l'apprenant. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est moderne, ça va beaucoup plaire notamment à la génération qui arrive dans les entreprises en ce moment, qui est très, très, très vidéo. Bon, donc on est vraiment dans la culture des jeunes salariés. Il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que cette trace de réflexivité qui est publiée sous la forme d'une vidéo peut devenir du matériau pédagogique pour les autres. Et on peut à un moment, dès lors qu'elle est jugée pertinente, cette réflexivité, en faire un modèle pour d'autres apprenants. Donc, quand on demande aux entreprises de tracer, c'est certes pour prouver qu'elles ont fait des AFEST et pas du grand n'importe quoi, pas de la formation sur le tas. Ça permet en cas de contrôle d'un juge aussi, je pense au contentieux prud'homal, de se protéger en tant qu'employeur. Mais c'est aussi une occasion de faire de la pédagogie. Ce n'est pas du formalisme pour du formalisme. Excusez-moi, contrairement à la feuille de présence qui était signée, ok, là pour le coup c'est du formalisme, ça ne prouvait rien du tout la feuille de présence. Ça ne prouvait pas qu'il y avait eu de l'acquisition et de la pédagogie. Voilà, je referme la parenthèse. En effet, on a des remarques de personnes qui suivent le webinaire qui disent quel est l'intérêt de formaliser si c'est pour ne pas avoir de cofinancement. Pour vous, je reprends l'exemple de tout à l'heure, une entreprise qui a le sentiment que si elle ne fait rien, elle va perdre ses savoir-faire avec les départs en retraite. Ça, je pense que tous, autant qu'on est employés, on va être confrontés à ça un jour ou l'autre, des gens qui partent avec leur savoir. Dès lors que vous avez formalisé vos savoirs, au travers d'un parcours pédagogique, de manière à ce que votre ancien futur retraité puisse, au minimum, non pas se dédoubler ni se cloner, mais au moins avoir un apprenant avec lui qui va capter ses savoirs. Vous travaillez pour vous, ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle. Éviter que l'entreprise se retrouve un jour. J'ai des clients qui sont dans ce cas de figure. On est obligé de rappeler le retraité, de le payer comme consultant parce qu'on ne sait plus faire. Donc la fête, je vous rappelle, c'est le travail. C'est pas juste une formation. C'est vous êtes dans le travail réel et vous développez des compétences qui vous servent à vous, employeur. C'est pas juste une obligation de formation qu'on peut. C'est ce que j'ai évoqué en tout début de webinaire. La fête, c'est un moyen pédagogique qui permet de développer les compétences du salarié, mais c'est assez souvent et même majoritairement lié à des enjeux d'entreprise. Je fais de la FES parce que je n'arrive pas à recruter. Je fais de la FES parce que je n'arrive pas à intégrer correctement mes salariés. Je fais de la FES parce que j'ai des risques de perte de savoir.
Je fais de la FES parce que j'ai des clients qui ne sont pas contents de mon service et il faut que je développe le savoir-être de mes collaborateurs. Mais j'ai envie de dire, c'est en général vrai pour la formation. On ne fait pas de la formation pour la formation. Ce serait triste si on faisait de la formation juste parce qu'on est obligé par la loi. On fait de la formation parce qu'on en a besoin objectivement. Donc quand vous dites c'est dommage qu'il n'y a pas de sous, oui, c'est dommage. Mais si le seul déterminant c'est d'aller chercher des sous, en fait, posez-vous les autres questions. Certes, les cofinancements, ça peut être un incitatif pour faire de l'ingénierie, par exemple, pour vous permettre justement de vous emparer de cette modalité. Mais and so what, quoi. Si c'est juste faire pour faire, voilà. En quoi la FES vous amène un bénéfice à vous, employeur, ou à vous, entreprise, ou aux salariés quand on parle du salarié? Eh bien, merci beaucoup, Henri. Il est 12h29, donc je pense qu'on va arrêter là. Merci à tous pour votre participation. Merci pour vos questions. Merci pour toutes vos questions. C'était interactif. Merci beaucoup. Et donc, comme promis, vous recevrez donc le webinaire par mail. Comme ça, vous pourrez effectivement le revisionner si besoin. Et on vous joindra, comme promis, le support aussi de la présentation. N'hésitez pas, encore une fois, à aller sur le site Atlas pour voir si dans votre région, une réunion est prochainement organisée sur cette thématique. Et sinon, si vous souhaitez mettre en place la FEST, vous renseignez sur cette modalité de prendre contact avec votre conseiller formation, un conseiller formation référent est aujourd'hui est présent dans chaque région. Merci à tous. Merci à Henri. tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Je crois que c'est bon.